n'y a pas si longtemps, c'était le spécialiste des GPS. On est aujourd'hui chez TomTom aux Pays-Bas pour voir ce que devient cette entreprise star des années 2000 dans ce nouveau numéro d'En route pour demain. En route pour demain. TomTom, c'est une marque qui reste profondément ancrée dans l'esprit collectif, mais certainement plus vraiment chez les plus jeunes. On parle en effet de la marque qui proposait un équipement star aux automobilistes des années 2000, le fameux boîtier GPS, de quoi ranger à l'époque dans la boîte à gants la carte traditionnelle routière en papier, avec des prix accessibles à partir de 2004-2005, ce qui ont contribué au succès des dizaines de millions, voire des centaines de millions d'unités vendues chaque année. Un boîtier GPS à l'ancienne comme celui-ci, ça reste quand même assez rare d'en voir sur les pare-brises de nos jours, avec à partir de 2010 l'arrivée des premières applications GPS gratuites sur nos smartphones. Et oui, aujourd'hui, l'automobiliste il se déplace plutôt avec Google Maps, Waze ou encore Apple Plan, d'autant plus avec les écrans des voitures qui proposent désormais de répliquer les applications du smartphone de votre téléphone, enterrant ainsi la navigation GPS classique et intégrée directement au véhicule. Pourtant, TomTom est bien toujours là, c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui en rencontrant sa cofondatrice, la française Corinne Vigreux. Corinne Vigreux, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici au siège de TomTom, une entreprise que vous avez cofondée en 1991. Alors on va bien sûr parler de ce que fait TomTom aujourd'hui, mais l'idée c'était de revenir comme ça sur ce parcours assez incroyable de cette entreprise que tout le monde connaît comme le spécialiste du GPS, une activité qui a bien sûr un peu trouvé ses limites, on va dire, il y a quelques années. Et donc on trouvait ça passionnant de revenir comme ça sur ce parcours, ce pivot aussi, de passer d'une marque principalement B2C à B2B, donc dédiée au grand public, pour résumer, à maintenant plutôt spécialisé dans l'activité aux entreprises. Pour commencer, je souhaitais revenir justement sur les origines. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment ça a été créé, TomTom, finalement ? Oui, alors aujourd'hui, on parle beaucoup de l'entrepreneuriat. Donc, quand on a démarré, c'était pas aussi prominent qu'aujourd'hui. C'est une belle aventure entrepreneuriale. On a démarré à 4 en 91, 3 Néerlandais et moi, d'où la raison de notre siège social à Amsterdam. Au départ, éditeur de logiciels pour petit ordinateur portable. Alors, ceux dans vos éditeurs qui se rappelleront des Psion, des Palm Pilot, etc., sauront de quoi je parle. Et puis, on lance les premiers GPS voitures. En fait, on démocratise le GPS dans la voiture avec notre premier produit en 2004. Donc il y a quand même eu une étape avant on va dire les GPS. Oui, on était éditeur de logiciel en fait, et on s'est aperçu, on faisait pas mal de logiciels, on s'est aperçu que la cartographie et le calcul d'itinéraire était quelque chose qui vraiment répondait à un vrai besoin. D'où la sortie d'un premier produit hardware, ce qui était assez étonnant déjà pour une société qui était éditeur de logiciels. Et là, en 2004, assez vite, on lance le premier TomTom GPS. Et on a commencé à connaître une croissance fulgurante, et aujourd'hui, on en a vendu plus de 130 millions partout dans le monde. Voilà. C'est impressionnant. Et donc vous étiez un des pionniers, c'est ça, de ce système ? Oui, le pionnier, oui. Ça concentrait quoi ? Il y avait la capacité logicielle, on peut le dire peut-être aussi, la libération d'une technologie qui était anciennement militaire, qui passait au grand public. C'était une conjonction comme ça d'événements qui faisait que ça arrivait au bon moment, en fait. Oui, et puis je crois que les acteurs de la mobilité ne pensaient pas que le GPS allait être un produit d'électronique grand public. Oui, en fait, tout le monde pensait que le GPS allait arriver par la voiture. Oui. En revanche, on sait bien que sur le parc de voitures installées, d'abord, les produits embarqués à cette époque-là, c'était un tout petit pourcentage sur les voitures, et surtout, c'est très cher. Oui. À l'époque, vous étiez sur des produits à 2 000, 3 000 euros. Et nous, on arrive avec ce premier produit juste en dessous de 1 000 euros à l'époque. Oui, et très rapidement, on a vraiment démocratisé ces produits. On était aux alentours sur la fin de 100, 150 euros. Oui, d'accord. Et pour l'anecdote, donc à ses débuts en 91, c'est Palmtop Software, c'est ça, oui. L'entreprise. TomTom, c'est arrivé avec ses GPS, justement, la marque. Oui, alors Palmtop Software, ça faisait un petit peu, on n'allait pas conquérir le monde avec un nom comme ça, c'était compliqué. En plus, les gens pensaient tous qu'on était associés à Palm, et donc on se dit, à l'époque, on commençait à faire des logiciels en fait pour les premiers téléphones smartphones de Nokia et Ericsson. Et on se dit, il nous faut une marque, quelque chose de plus facile, de plus friendly, de plus accueillant, et donc on voulait pas quelque chose de
technique. Ouais. Et donc, c'est comme ça qu'on est arrivé avec le nom TomTom. À l'époque, il fallait être brave, hein. Et les gens me disaient, je me rappellerai toujours, j'étais sur un salon, il y a quelqu'un de compact qui vient me voir, qui me dit, mais vous faites quoi, TomTom, des ours en peluche? Et donc le nom, il fallait être brave. Et ce nom nous a énormément servi. Parce que partout dans le monde où on a vendu nos produits, en fait, la marque s'établit très rapidement. Et l'idée est venue comment, TomTom? On s'est pris 3-4 dans une salle avec un responsable produit, Harold et moi, et puis quelqu'un qui faisait du conseil en marque. Et au bout de 2 jours de brainstorm, on est sorti avec le nom TomTom. Et ensuite, on a dessiné ce logo par une agence en Angleterre qui, en fait, c'était un petit peu les deux mains. Oui. C'était un peu un système qui vous guide. Donc, c'était un peu référence au Tam-Tam qui, à l'époque, était pris par, je crois que c'était SFR qui avait un pageur qui s'appelait Tam-Tam. Ouais, et donc, voilà, on est TomTom. Et Tom, c'était un peu le compagnon, c'était un peu celui qui allait vous montrer le chemin et qui vous accompagnait. Ouais, et puis je le constate, c'est vrai qu'en préparant cette émission, je voyais dans mon entourage, tout le monde avait en tête TomTom, ce que vous faisiez. Donc, comme quoi, on est dans le dictionnaire. Ça a bien marché. Ah, oui, on a vraiment créé cette. Il y a vraiment un monde avant TomTom et après. Je pense que quand on est passé de 0 à 1 million d'unités plus rapidement que le téléphone portable. Oui, c'est-à-dire qu'il y avait un vrai besoin de navigation digitale, en fait, de calcul d'itinéraire, et ça a eu un impact très très important sur la vie des gens. Justement, je voulais revenir sur cette période un peu de l'âge d'or, quand vous avez vu justement ce business décoller. Donc on disait à partir de 2004, je crois que j'avais noté dans une précédente émission, vous disiez l'âge d'or 2008, avec ce fameux Black Friday. À une époque, on a fait 1 million en un an, 1 million en une semaine, 1 million en un mois, 1 million en une semaine, et en 2008, 1 million d'unités en 24 heures. Black Friday aux États-Unis, c'était impressionnant. Les gens qui se battaient pour acheter les produits, c'était impressionnant chez Walmart. Et vous avez dit au tout début donc des boîtiers qui valaient quand même assez cher, un peu moins de 1 000 €, mais c'était déjà une révolution. Mais on va dire que c'était le cadeau très hype du début des années 2000. Et à partir de 2004, c'est ça qui en fait ouvre le marché, enfin plutôt les années suivantes, d'avoir des prix qui ont rapidement baissé pour s'adapter à tous les publics, on va dire. Oui, on est arrivé à descendre les coûts, c'est surtout ça. Parce qu'en fait, sur les produits électroniques en public, l'idée c'est d'arriver à créer des produits qui adresse un marché le plus important, et plus vous arrivez à réduire vos coûts, plus vous arrivez à avoir un public plus important. En fait, l'idée de départ, c'était vraiment de créer un produit très facile à utiliser. Oui. Le but, c'était, on veut acheter ce produit chez la Fnac ou Carrefour, le mettre dans sa voiture et rentrer chez soi, mais il faut que tout le monde puisse l'utiliser. Il ne faut pas qu'on ait des connaissances en technologie, il faut que ce soit vraiment très intuitif. Et oui, puis on se rend compte qu'à l'époque, c'était un outil quand même assez incroyable, parce que connecté, ce qui n'était pas vraiment le cas, on va dire, de nos téléphones qui étaient très basiques, avec un écran tactile. Là, j'ai un modèle... On était un des premiers, avec l'écran tactile, oui. Mais ça, même en usage, on va dire, utilisateur, c'était une petite révolution, parce qu'on se souvient des GPS de voiture où il fallait tourner une molette pendant 3 heures pour trouver une lettre, etc. Vous, c'est vrai que l'écran tactile, on a déjà un clavier. Oui, c'est ce qu'on a fait le succès. Hein. Le succès a été en fait par la facilité d'utilisation. Et vous l'avez justement vu venir un peu ce virage du smartphone. Donc on peut dire la date marquante, peut-être 2007, le premier iPhone. Au début, les smartphones ne sont pas forcément connectés, donc c'est pas un concurrent direct, mais je crois que c'est à partir de 2010 qu'on a les premières applications type Google Maps qui vont bien sûr écraser le marché et qui dominent désormais. Vous avez commencé à le percevoir et à anticiper la suite, ou ça a été plutôt un choc, passer d'un géant de la tech grand public à une marque plus discrète? Comment vous avez vécu en fait ce pivot? Oui, alors c'est vrai qu'on venait un peu de l'électronique grand public, puisqu'on avait vécu la grande épopée des PDA, des Personal Digital Assistant. Donc on savait que l'innovation, surtout en termes de hard et de logiciel, était rapide. Et donc en fait, à l'arrivée donc on avait un petit peu anticipé, et ce qui était important chez TomTom, c'était aussi notre grande connaissance logicielle. Je le disais, en fait, on vient du logiciel, et ce qui fait qu'on n'a pas été détrôné, en fait. C'était cette connaissance qu'on avait sur le logiciel. Parce que l'année après le lancement du premier TomTom, ou 2 ans après, il y avait 400 marques qui essayaient de nous concurrencer. Et donc la différence, c'était vraiment cette interface et cette connaissance logicielle. Et donc on s'est dit, au moment de l'arrivée de l'iPhone, un de nos concurrents a décidé de partir et de faire du téléphone. Donc ils étaient plus sur un modèle hardware. Et nous, on a décidé de revenir un peu à notre cœur de métier et à te faire c'est le moment où on se dit, il faudrait qu'on fasse la cartographie la plus smart au monde. Et en fait, c'est ce qui a motivé le rachat
l'achat de notre cartographe Téléatlas. Donc oui, on l'a vu arriver. Est-ce qu'on pensait que ça allait être aussi rapide? Non, ça a quand même été un choc. En plus, 2008, vous vous rappelez, c'est la crise financière. Bien donc sûr. Nous, ça a été, il y a eu un petit peu, tout est arrivé un peu en même temps. Ce qui aussi montre notre agilité. On était quand même, on a réussi à rebondir dans des circonstances plutôt compliquées. Oui. Et vous l'avez dit, justement, je voulais aborder ce rachat de Téléatlas, que pour moi, c'est peut-être le début du TomTom cartographe. Oui, aujourd'hui, oui. Et je pense que peu de gens connaissent, alors que pour moi, c'est un monde vraiment passionnant. Il y a peu d'acteurs dans le monde, c'est quand même une ressource très précieuse, peut-être de plus en plus précieuse, ces ressources cartographiques. Est-ce que vous pouvez nous résumer un peu cette activité et depuis le point de départ du rachat de Téléatlas, et j'aime beaucoup ce que vous dites sur ce déclic, peut-être d'avoir compris que peut-être derrière le boîtier hardware, il y avait toute la richesse logicielle et ces cartes, en fait, qui sont la vraie richesse peut-être de TomTom. Oui, alors la cartographie, c'est très compliqué, mais en même temps, c'est essentiel. On va tous d'un point A vers B. En fait, c'est un petit peu le canevas, c'est un petit peu la toile sur laquelle on évolue tous. Donc, il y avait, et donc, on se disait à l'époque, on avait des remontées de nos clients sur des erreurs dans la cartographie. Oui. Et on s'était dit, si on arrivait à avoir la cartographie de base et résumer, reprendre toutes ces modifications qui nous remontaient de nos clients, et si on pouvait merger ça, rassembler ça, on pourrait avoir une cartographie parfaite. Et de là vient cette idée d'avoir la cartographie la plus fraîche et la plus précise au monde. Et comme vous venez de le mentionner, en fait, il y a très peu de cartographes, d'acteurs. Ça tient, il y a moins d'une poignée. Donc, en fait, ce serait très compliqué, la cartographie. Donc, l'entrée sur ce marché est difficile. Pourquoi? Parce qu'une cartographie, c'est de la géométrie, mais c'est aussi des adresses, c'est des points d'intérêt, c'est du trafic. Donc, c'est énormément de données, des milliards de données à gérer pratiquement en temps réel à l'échelle de la planète. Puisqu'aujourd'hui, ce qui est important pour TomTom, c'est d'avoir cette cartographie à l'échelle globale. Nos clients aujourd'hui sont l'industrie automobile et l'industrie big tech, plus le secteur public, gouvernement, plus tous les acteurs qui ont besoin de géolocalisation. Et donc, en fait, ce qui est important, c'est d'avoir une grande précision dans la donnée. Et il y a peu de gens qui sont capables de faire ça à grande échelle. On est un des acteurs importants sur l'aide à la conduite, par exemple. Oui. Sur le véhicule autonome, quelque chose, des technologies sur lesquelles on se place depuis longtemps. Enfin, on investit plus de 60% de notre chiffre d'affaires en R&D, hein, donc c'est énorme sur ces investissements pour justement être vraiment acteur sur ce marché, avoir un impact en amenant cette cartographie dont les acteurs automotifs ont besoin. Notre récente annonce avec Cariad, qui est la partie logicielle du groupe Volkswagen, l'annonce justement pour tout ce travail d'aide à la conduite. Et justement, pour mieux comprendre, comment vous allez aider, pour prendre cet exemple de Cariad chez Volkswagen, en quoi vos données peuvent aider une meilleure sécurité à bord Sur tout ce qui est sur l'aide à la conduite, en fait, c'est ce qu'on appelle lane level guidance. Donc, c'est de la précision au niveau des lanes, suivi des lignes de la route, pour permettre tout ce qui est. Et c'est très compliqué à faire à grande échelle. Et voilà. Donc, c'est vraiment des technologies qui sont très pointues, sur lesquelles on a une grande expérience, en tout cas sur la façon dont gérer ces données. Donc, c'est qui fait de nous un acteur assez incontournable dans ce domaine-là. Alors, vous avez des gens qui, pendant un petit moment, qui ont dit on n'a pas besoin on peut tout faire sur les sensors, etc. En fait, très rapidement, le marché s'est rendu à l'évidence qu'il faut une combinaison de sensors et une combinaison de cartographie. Oui, vu la diversité des situations. Voilà, et une cartographie très précise. Oui, je pense que je reviens là-dessus parce que c'est vraiment d'avoir des outils qui aient un historique. Et c'est pour ça qu'on a une façon de faire notre cartographie qui nous permet d'avoir des données open source à grande échelle et des outils de validation très précis et un historique unique qui nous permet d'être vraiment un des acteurs principaux sur ce marché. Oui, pour se représenter finalement par rapport à une carte grand public dont on a l'habitude, un support de carte. Là, on va dire ça va être plutôt un nuage de points très précis de chaque élément en 3D. Hein, c'est ça va être les... Et qu'on gère avec de l'IA. Donc,
alors, il y a aussi toute l'arrivée de l'IA. Alors, on gère, donc, on utilise de l'IA depuis longtemps, puisqu'on est une des sociétés qui traite énormément de données. Oui. Mais je pense que les dernières arrivées d'IA, notamment Computer Vision, qu'on utilise depuis déjà quelques années, plus les derniers outils, vont nous permettre d'accélérer encore ces investissements et la qualité des produits qu'on met sur le marché. Et c'est pour ça qu'on est satisfait de voir que nos partenaires dans le monde automobile, notamment, vraiment partagent cette vision et nous font confiance, comme le témoignent les dernières annonces qu'on a faites. Oui, avant de vous rencontrer, je trouvais intéressant le contexte actuel où on a beaucoup de remises en question en Europe, surtout dans le contexte d'une rivalité un peu nouvelle avec les États-Unis, des géants asiatiques qu'on voit quand même émerger depuis un certain temps. Du coup, je me disais, c'est vrai qu'avec TomTom, on a quand même un champion européen de la tech, il faut le dire, surtout sur un domaine comme ça, stratégique comme la cartographie. Vous, votre sentiment là-dessus dans ce débat actuel et cette prise de conscience qu'on espère arriver en Europe, d'avoir nos propres industries fortes et de ne pas reposer uniquement sur les Chinois ou les Asiatiques en général et les Américains. Votre vision là-dessus de ce monde qui est en train de changer au niveau de la tech? Pour moi, c'est très important. Je pense que TomTom est une société qui agit de façon globale. Donc, on a des clients partout dans le monde. En revanche, il est vrai que d'avoir un champion européen sur un produit aussi important que la géolocalisation, la cartographie, on a une grande compréhension des besoins de nos clients, d'avoir des outils qui sont importants pour permettre l'innovation, l'innovation de nos clients. Et je pense que d'avoir ce niveau de souveraineté, c'est important. On travaille de plus en plus avec les gouvernements. Il y a plein de choses qui font que je pense que c'est d'avoir une vraie alternative européenne sur des produits comme des produits de cartographie, c'est important. Et je pense qu'on apporte cette réponse et c'est bien. Et aussi pour représenter un peu ce pivot que vous avez effectué, on va dire que principalement dans les années 2000 avec le GPS, donc des revenus qui venaient principalement de cette activité grand public. Là aujourd'hui, vous diriez que cette activité grand public, alors j'ai juste à côté de moi justement on va dire un boîtier un peu ancien et puis le successeur, la dernière génération qu'on voit, il y a eu quand même une petite miniaturisation. Oui, c'est autre chose. On pourra en reparler, mais j'aime beaucoup peut-être le concept qu'il y a derrière aussi de tech plus comment on va dire discrète, shy tech comme on dit en anglais. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, l'activité B2B, ça reste quand même le gros de l'activité TomTom. Une grosse part de notre activité est une activité sur l'entreprise, sur l'automobile. Donc, on fournit vos auditeurs qui utilisent probablement tous les jours des outils de navigation ou des outils de trafic différents. Aujourd'hui, 80% de l'industrie automobile utilise TomTom pour l'information de trafic en Europe et environ 50% aux US. Donc, on est un gros acteur, probablement le plus gros acteur sur l'information de trafic au monde. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, l'industrie automobile, mais aussi la cartographie, les applicatifs. On travaille avec des outils d'IA sur la conversation dans la voiture, donc sur une complexité, résoudre une complexité dans la voiture, d'avoir une interface en fait vocale naturelle. Donc on travaille sur, toujours comme je le disais au départ, en fait dans notre ADN, c'est cette simplicité. Comment est-ce qu'on fait en sorte de résoudre le problème du consommateur final, bien qu'aujourd'hui nos clients sur l'industrie automobile, on pense toujours aux conducteurs. Depuis des années, on a toujours été notre gros focus a été la sécurité dans le véhicule, la sécurité sur la route, enlever les distractions dans la voiture et rendre cette interface avec la voiture la plus intuitive possible. Donc, ça reste important dans notre cœur de métier. Donc, au-dessus de l'application de cartographie, on a des applicatifs qui gèrent ça. Et puis, toute une industrie, on travaille avec l'industrie, en fait. Alors, soit des gens comme des sociétés comme Uber, comme Microsoft, mais aussi maintenant de plus en plus le secteur public. Dans une ville, quand une ville veut savoir où mettre ses bornes de télé pour charger les voitures électriques, savoir où aller installer une infrastructure, elles vont utiliser notre information de circulation de véhicules dans les villes. Donc on travaille beaucoup avec le secteur public, les gouvernements avec des partenaires partout dans le monde, notamment comme Esri,
d'industrie, et puis d'industries un peu plus niches sur lesquelles... Aux assurances, par exemple, c'est ça? Oui, assurances, voilà. D'accord, voilà, okay. D'accord. Oui, qui ont besoin forcément de données voilà, pour savoir, voilà. Ouais, d'accord. Et non, ce que je trouvais aussi super intéressant, c'était le TomTom Traffic Index, qui montre que vous avez justement cette connaissance historique du trafic. D'ailleurs, l'infotrafic chez TomTom, c'est arrivé assez tôt dans l'histoire? Oui, c'est pour ça qu'on est leader sur ce marché, qu'en fait, on a commencé très tôt. On a dû commencer l'infotrafic au milieu des années 2000, donc on avait 2 rachats d'entreprises. D'accord. Donc on s'est positionné très rapidement en voulant avoir... En fait, on avait fait le pari, on avait créé un trafic manifesto il y a quelques années, une dizaine d'années, on disait, notre but, c'était vraiment de réduire le trafic sur la route en balançant, en fait, en répartissant le flot de voitures sur le réseau routier. Donc il y a vraiment des algorithmes très intelligents qui permettent de réduire le trafic, avec toutes les conséquences que ça, d'avoir trop de trafic. Et puis aussi de permettre aux conducteurs de savoir à quel moment ils vont arriver, etc., qui est aujourd'hui important avec des clients comme Uber ou Bolt, par exemple. On arrive à leur donner de la navigation et des outils très précis, des ETA, à quel moment ils vont arriver pour aller prendre un client, etc. Donc tous ces outils-là sont très importants et c'est des choses avec lesquelles on travaille dans l'industrie. Oui. Oui, puis ce que je trouvais amusant, c'est qu'en voyant la dernière édition là, du trafic, donc sur analyse de l'année 2025, donc le palmarès des villes avec le plus de bouchons dans le monde, mais avec beaucoup de précision sur certains pays. Moi, je sais que j'étudie pas mal forcément la France et le palmarès comme ça aussi des villes avec le plus d'embouteillages, donc une palme peu réjouissante. Moi aussi, alors cette année, ça me met un petit peu dans l'embarras parce que la ville apparemment dans laquelle il y a le plus d'embouteillages, c'est la ville de laquelle je viens, donc j'ai un peu peur qu'ils me mettent persona non grata, mais enfin bon. Et pour pas la dénoncer, c'est Lyon. C'est Lyon, oui. C'est une très belle ville au demeurant, mais bon. Non, et puis c'est ça qu'on voit aujourd'hui, c'est que les villes sont en train de changer. Oui, il y a beaucoup de travaux. Je pense qu'en fait, parfois, c'est aussi le revers du fait qu'il y a beaucoup de nouvelles infrastructures et que pendant des périodes un peu limitées, l'accès est plus compliqué. C'est vrai que la ville de Lyon est en pleine... pour y aller assez souvent, parce que ma mère y habite toujours, il y a pas mal de travaux. Donc, on voit qu'à Paris, ça s'est amélioré. Donc, comme quoi, les mesures prises à un certain temps et qui aggravent, on va dire, les difficultés peuvent quand même peut-être déboucher sur quelque chose de positif. Au bout du compte, ça va être positif. À la fin. Non, et ce que je trouvais marrant, c'est que je voyais le commentaire sur les réseaux sociaux de quelqu'un qui s'étonnait que vous aviez toujours une étude sur les bouchons dans le monde en se disant, mais moi, je vois plus TomTom sur les pare-brises des voitures. Donc, peut-être expliquer que justement, vous accédez quand même à de nombreuses ressources, toujours aujourd'hui, avec de nombreux véhicules qui sont en circulation dans le monde. En fait. Oui, on a toujours plein de données. On compte 600 millions de récepteurs, soit de voitures ou d'objets connectés. Donc on a toujours une information de trafic très précise. On vous connaît pour les boîtiers GPS, mais il faut rappeler que vous êtes aussi intégré dans des systèmes de navigation proposés par les constructeurs, ce qui fait que vous êtes aussi, particulièrement présent, ou peut-être via certains téléphones. Oui, téléphones aussi, et puis d'autres. Mais c'est vrai que TomTom, les gens aujourd'hui, on est toujours une société de plus de 3000 collaborateurs dans 30 pays. Donc on est vraiment un acteur global sur... je dis souvent, on est une boîte de deep tech aujourd'hui. Oui. C'est-à-dire qu'on est une société avec un grand nombre d'ingénieurs qui travaillent essentiellement de résoudre ces problèmes de cartographie en temps réel. Les besoins de nos clients ont évolué. Ouais. À l'époque, lorsqu'on sortait un boîtier GPS, c'était pour aller de A vers B, c'était bien d'avoir l'information de trafic. Aujourd'hui, cette problématique et les problèmes sont beaucoup plus compliqués. Il faut savoir exactement où aller prendre un colis, où aller l'amener. Il y a tout ce qui est la voiture autonome et la voiture, c'est des problématiques qui ont besoin de technologies beaucoup plus avancées. Et donc, c'est les marchés sur lesquels on évolue aujourd'hui. Ce que je voulais que vous nous expliquiez peut-être, c'est justement la différence de modèle économique avec des Google Maps, Waze ou Apple Plan qui sont gratuits par définition. Et justement, quand c'est gratuit, c'est vous le produit, c'est ce qu'on dit souvent. Ouais. Et c'est vrai qu'on a vu cette vague. Tout le monde est passé à ça parce que gratuit, parce que pratique, parce que réactif. Aujourd'hui, on voit une prise de conscience. Je lisais aussi comme autre commentaire quelqu'un qui disait « Oui, mais moi aujourd'hui, je suis prêt à payer une entreprise européenne qui me fournit de la cartographie européenne. Alors peut-être pas un prix suffisant dans votre modèle économique, mais je trouvais intéressant cette peut-être prise de conscience qu'on a actuellement sur le fait que certaines personnes
serait prêt quand même à payer un service européen aussi parce qu'il est européen, indépendant des États-Unis. Je sais pas, qu'est-ce que ça c'est vous fait très penser? bien, mais moi, alors on va pas en faire un modèle économique. Je pense que c'est bien. On a un produit de cartographie sur téléphone. On a 2 versions, une gratuite et une non gratuite. Je pense que c'est bien que ce soit disponible. Mais enfin, le gros vraiment de notre business est de travailler justement avec des industries qui vont avoir besoin d'une cartographie suffisamment précise, qui sont très exigeants, et ce que ne produit pas les concurrents que vous venez de mentionner, qui sont eux plutôt sur le grand public et qui sont moins à l'écoute des problèmes spécifiques de l'industrie avec laquelle on travaille. Donc aujourd'hui, notamment par rapport à certains concurrents américains, on est dans certains domaines, notamment dans l'industrie automobile, on a des produits qui sont très performants, parfois plus performants que ce qui est disponible à l'étranger. C'est peut-être plus dans le modèle économique de ne pas passer par de la vente de données utilisateurs. Alors qu'on sait très bien que c'est le modèle économique de Google. Oui, non, on n'a jamais fait ça. Depuis le début, en fait, notre modèle économique n'est pas du tout basé sur la publicité, donc sur les données. Donc les données qu'on a, ce sont des données de toute façon anonymes. C'est vraiment pas notre modèle économique. On a un modèle de licence par voiture, comme dans l'industrie, où on a des modèles de revenus sur des API, etc. Donc c'est complètement différent. On ne monétise pas la donnée de nos utilisateurs, où on ne sait pas du tout le modèle économique, et ça ne le sera pas. Et puis ça peut être une vraie force là quand on voit aujourd'hui cette prise de conscience, c'est des gens qui tiennent aussi à garder, on va dire, leurs données confidentielles, qui veulent pas être assaillis de publicité personnalisée ou pas. Ça a toujours été notre la position qu'on a prise. Et puis bon, c'était pas notre métier de base de toute façon, donc il y a aussi, je pense que ça fait pas partie de notre ADN. Et je me demandais finalement, peut-être pour terminer, aujourd'hui, pour vous, c'est quoi les principales forces de TomTom? On l'a déjà évoqué, donc c'est juste peut-être faire un petit résumé. Et puis les défis à venir dans ce monde de plus en plus d'IA, de plus en plus de tech. Pour vous, la feuille de route des prochaines années, rapidement? Je pense que déjà, on a fait preuve d'une grande agilité. Quand vous voyez, je pense que certains de vos auditeurs vont être surpris de savoir que non seulement on a pivoté, mais qu'on va bien qu'on fasse plus les GPS. On en fait toujours. En fait, on en vend encore à peu près 300 000 par an, donc il y a quand même encore un marché. L'IA, c'est très important pour nous, mais quelque chose, c'est pas nouveau, puisqu'on utilise des données d'intelligence artificielle depuis longtemps avec le traitement de la donnée, et puis plus récemment tout ce qui est computer vision, et de plus en plus des outils qui sont très importants pour justement tout ce qui est des outils de conduite autonome, donc vraiment de la précision au niveau des lanes, etc. Tout ce qui est point d'intérêt. Donc on gère beaucoup de données qui changent de façon régulière, et donc tous ces outils qui arrivent vont nous permettre d'accélérer encore un processus qu'on a démarré il y a quelques années. Donc je pense que notre feuille de route, c'est de continuer à travailler avec ces industries, à amener ce savoir-faire logiciel unique. On a ce qu'on appelle un data moat, on a des données assez uniques aujourd'hui, et surtout une expertise en cartographie qui est unique. Et on voit bien que c'est compliqué, parce que si ça ne l'était pas, il y aurait plus d'acteurs sur ce marché. Et de bien comprendre les problèmes, ou d'anticiper les problèmes que va avoir l'industrie de la mobilité, parce qu'aujourd'hui, l'industrie de la mobilité est en train de changer de façon incroyable, et de bien suivre au niveau macro ce qui se passe dans le monde entier. Et je pense que aussi le fait de voir une société européenne qui travaille sur ces problématiques à l'échelle mondiale, c'est assez unique. Donc, quelque part, je suis un petit peu fière quand même. Vous faites bien. Et peut-être revenir justement, vous avez dit une entreprise qui va plutôt bien. Je crois que les résultats 2025 qui viennent d'être annoncés sont assez positifs. On voit justement ces investissements en R&D qui ont été peut-être des paris, on va dire, à une période où TomTom allait moins bien, porter leurs fruits aujourd'hui. Et puis vous avez un carnet de commandes, je crois, assez bien rempli, avec vos nombreux partenaires, constructeurs automobiles ou autres acteurs de la mobilité. Oui, je pense que on a fait un gros pari il y a quelques années pour faire de la cartographie de façon différente.
importante. Et je crois que quand on voit les parts de marché qu'on est en train de gagner, le fait que nos clients partagent cette vision que l'on a de cette cartographie en temps réel précise, oui, je pense que il faut. On a pris un tournant. Il faut être. Je suis toujours un petit peu parano, moi. Donc, mais je pense qu'on est sur on est vraiment. Enfin, quand on voit ce qu'on a réussi à faire l'année dernière, la façon dont nos clients nous suivent, effectivement la taille de nos carnets de commandes, je vois arriver 2026 avec un petit peu de sérénité. Bon, tant mieux. Et puis, en termes d'effectifs, on peut le rappeler, aujourd'hui, TomTom, c'est quoi? C'est un peu plus de 3000 Un peu de 3000 employés, oui. Employés, c'est ça. Donc, moins qu'on va dire à une certaine époque. Mais ça se concentre. Là, on est à votre siège, pour le rappeler, à Amsterdam. Les effectifs, ils se concentrent principalement ici, ou vous êtes une vraie boîte internationale? Vraiment internationale. On a de grosses équipes aux US, en fait, près de nos clients, donc US, Asie, et puis des grands centres de recherche un petit peu partout en Europe. D'accord. Écoutez, merci beaucoup, Corinne Vigreux. Merci, c'était un plaisir. Merci. Nous sommes toujours au siège de TomTom ici à Amsterdam et je me trouve actuellement dans le simulateur de véhicule qui va permettre en fait aux ingénieurs, aux développeurs de peaufiner l'expérience pour les clients des constructeurs automobiles par exemple. Et donc on va pouvoir comme ça personnaliser cet intérieur assez facilement en ajoutant des écrans et en voyant directement sous les yeux la visualisation qui sera proposée donc sur la version finale ou finalement ce que voit le véhicule concrètement. Et d'ailleurs on peut bien apercevoir le niveau de finesse des nouvelles cartes graphiques qui vont aller jusqu'aux lignes de la route très précisément avec les indications souhaitées pour l'utilisateur final, donc le conducteur. Et ça, j'en parle tout de suite avec notre expert produit chez TomTom. Je suis avec Léo Sey, directeur adjoint au produit chez TomTom. Bonjour Léo. Bonjour. Donc j'ai ce petit boîtier Tom by TomTom dans la main. Est-ce que vous pouvez nous résumer un petit peu c'est quoi la philosophie finalement de ce produit? On voit qu'il y a quelque chose qui manque peut-être par rapport au GPS dont on connaît, qu'on connaît plus chez TomTom, justement un écran. Là on va dire que c'est réduit à sa portion minimale. Mais c'est inscrit dans la lignée de ce qu'on recherche. On est toujours dans l'aide au conducteur et on veut mettre la technologie au service de la navigation. L'idée était justement d'expérimenter ou de tester des petits objets qui deviennent invisibles mais qui restent là pour aider, pour alerter, pour informer le conducteur. Donc c'est en contrepartie où c'est connecté à une application sur le téléphone qui elle a toute l'information. Mais le petit boîtier est là, il n'y a pas besoin d'y penser, il va toujours être là, vous alerter des informations de trafic, d'accidents, de bouchons, etc. Donc ça s'inscrit dans notre philosophie. On essaye de trouver comment la technologie peut venir en aide au conducteur, mais de la manière la plus invisible possible. Alors pour moi aussi, ça montre encore que vous êtes présent aussi sur le segment, on va dire, des produits grand public, qui est moins une activité importante qu'auparavant, comme on l'a vu avec Corinne Vigreux. Justement, aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur ce rôle peut-être de l'IA, dont on entend beaucoup parler dans la tech, et en particulier chez TomTom, dans les nouveaux produits et services avec les partenaires? Oui, alors déjà vous l'avez dit, on est moins présent au grand public, mais on est toujours en contact avec les conducteurs via nos outils que les constructeurs automobiles intègrent dans leur système. On y reviendra peut-être après, mais en tout cas, en termes d'IA, ça s'inscrit dans cette philosophie de comment la mobilité est en train de se transformer, comment l'IA peut transformer la manière dont le conducteur interagit avec sa voiture et la voiture interagit avec le conducteur. Donc au travers de petits objets comme ça et d'essais qu'on fait dans nos applications, on essaye de mettre l'intelligence artificielle en tant que copilote avec lequel on va pouvoir interagir, qui va pouvoir nous donner des informations sur l'état de la route au moment de la conduite. C'est ça finalement l'avenir des systèmes de navigation, une interaction beaucoup plus naturelle, peut-être par la voix. Je sais qu'il y a un partenariat qui a été annoncé récemment avec un grand acteur sur le marché américain. Oui, alors il y a plusieurs partenaires. Effectivement, nous, notre objectif, c'est de nous intégrer dans cet écosystème d'assistance et d'IA qui existe dans les boîtes tech et ailleurs, et de fournir une intelligence très spécifique à la localisation, à la navigation, à la contextualisation dans laquelle on est. Et effectivement, l'idée, c'est de se dire comment, en s'intégrant avec les informations que le conducteur a, on peut lui donner une information, attention, là il va y avoir quelque chose, est-ce que tu veux changer de navigation, ou attention, freine, il y a un bouchon devant toi. Donc on est vraiment dans ce credo d'utiliser la technologie pour aider les conducteurs. Et ce qu'on voit aussi dans les transitions de mobilité, c'est que
Alors même si la voiture autonome n'est pas partout pour demain, il y a une espèce de transition qui se fait où la voiture prend de plus en plus d'aide à la conduite. Alors ça peut être du simple limitateur de vitesse intelligent qui va adapter au trafic, à de plus en plus d'informations que la voiture a. Et nous, au travers de nos informations, au travers de nos cartes détaillées, au travers de nos systèmes, on aide non seulement le conducteur, mais aussi la voiture à être de plus en plus au courant de ce qui se passe, de comment les gens conduisent, pour que la conduite soit plus sûre et moins stressante pour le navigateur. Au-delà des simples instructions de navigation, prenez à gauche, prenez à droite, justement l'exemple serait de pouvoir percevoir en fait comment les gens d'une ville donnée évoluent, parce que des fois on sait qu'il y a des petites subtilités qui ne sont pas forcément inscrites, on va dire, sur les panneaux ou dans les schémas classiques de route empruntées par les automobilistes. Exactement, ça veut dire que quand on parle de carte, les gens pensent effectivement juste la route et les informations. Nous, on considère carte toute donnée qui est inscrite dans un contexte spatial, et du coup, par exemple, savoir comment un local conduit à telle intersection, tel rond-point, tel embranchement d'autoroute est une information qu'on peut ensuite retranscrire dans la voiture pour avoir en permanence, comme si vous aviez un copilote local qui connaît très bien le quartier, qui connaît très bien comment on approche telle ou telle intersection et qui informe vous et la voiture de comment approcher cette manœuvre. Donc ça, c'est un des progrès permis par l'intelligence artificielle. Vous diriez que c'est quoi finalement pour de la cartographie, les attentes qu'on a de l'intelligence artificielle pour améliorer les résultats et le service aux conducteurs, conductrices? Alors il y en a plusieurs. Il y en a un qui est directement avec le conducteur. Comme on a dit, ça va changer la manière d'interagir avec le système en utilisant un agent via la voix ou via d'autres moyens. Mais plus au niveau business et au niveau de la technologie, on utilise énormément l'intelligence artificielle pour pouvoir mettre à jour notre carte en temps réel de manière plus rapide, plus économique et plus fiable, parce que l'intelligence artificielle s'inscrit dans tous les processus de transformation. Quand on reçoit des informations qui nous remontent du terrain, entre le moment où cette information est remontée et elle devient une information cartographique utilisable, il y a tout un processus qui se met en place. Et avec l'intelligence artificielle, ce processus peut être accéléré et rendu de manière beaucoup plus fiable. Et pour bien comprendre, avant c'était traité par des humains, où il y avait déjà, on va dire, des couches logicielles, et aujourd'hui l'IA fait beaucoup plus de rapidité d'exécution, c'est ça que vous voulez dire? Alors il y a toujours eu de l'intelligence artificielle, c'est un peu plus démocratisé ces derniers temps avec les agents, les ChatGPT et autres, mais effectivement on a toujours utilisé de l'intelligence artificielle dans ces processus, mais la part qu'elle prend par rapport à des humains qui vont valider tel ou tel changement de la carte est de plus en plus grande. Donc effectivement on a besoin de moins en moins d'opérateurs qui vont aller valider un changement parce que l'intelligence artificielle est en mesure de le valider de manière de plus en plus autonome. Et dans les demandes de clients partenaires, on pense à ce qu'on a évoqué, peut-être Stellantis, Volkswagen ou Uber, ça rentre en ligne de compte justement cette utilisation de l'IA dans ces nouveaux services? Oui, bien sûr. Alors, dans les constructeurs classiques, j'ai envie de dire, Stellantis, Volkswagen, etc., il y a énormément de recherches sur comment l'agent ou l'intelligence artificielle dans la voiture, dans le système embarqué, va complètement changer l'expérience du conducteur, mais des passagers. Par exemple, est-ce qu'on peut reconnaître la voix pour savoir est-ce que c'est le conducteur qui part, est-ce que c'est les enfants à l'arrière, pour que l'expérience soit vraiment différente. Et dans les acteurs plus technologiques type Uber, effectivement, l'intelligence artificielle, pour mieux prédire quel chemin va être le plus efficace pour aller récupérer une personne ou un paquet, l'amener à sa destination est aussi très important. Nous, l'IA, au-delà de la génération de cartographique, pour définir quelle route, quel chemin, quelle voie prendre, c'est de plus en plus important aussi pour avoir une information qui est de plus en plus personnalisée. Au-delà du software typique, là, on va pouvoir être capable de personnaliser en temps réel avec tout un tas d'informations contextuelles qu'on ne pouvait pas faire avant. D'accord. Merci beaucoup, Léo. Merci beaucoup. Nous arrivons à la fin de cette émission consacrée au passé, au présent et bien sûr au futur de TomTom. Merci beaucoup de nous avoir suivis à la fois sur la chaîne Tech & Co, mais également sur les sites de BFM Business et BFM Tech. Et un grand merci aussi à Amy Audrin d'avoir réalisé cette émission. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro d'En route pour demain.